Aujourd'hui, à Fièrement Moi, j'ai l'honneur de rencontrer Maxime Fortin, le fondateur de Brave and Bearded, un homme fièrement lui qui a beaucoup à vous apprendre. Bonne émission! Bonjour Max, j'aimerais que tu me parles un peu de ton enfance, d'où est-ce que tu viens, tout ça. Ben, mon enfance, elle s'est faite en plusieurs paliers, dans le fond. Ça a commencé très, très jeune, quand mes parents se sont divorcés. Je vais avoir à peu près 4 ans, 4 ans et demi. Puis, mon père était très abusif avec ma mère. C'est un cocaïnomane. Fait que ça a été une séparation très, très, très difficile. Puis, dans cette période-là, ma mère, elle a été obligée de nous placer. Elle nous a placés pendant à peu près 1 an, moi et mon frère, ensemble, puis ma sœur d'un autre côté. Placé, excuse-moi, placé, qu'est-ce que tu faisais pour placer? En foyer d'accueil? Ouais, en foyer d'accueil. OK, parfait. On s'est placé en foyer d'accueil. Puis après 1 an, ma mère s'est remise sur ses pieds, elle a rencontré un homme. Puis vers l'âge de 5 ans et demi, on a déménagé chez cet homme-là. Puis rendu là-bas, c'était différent. Au début, c'était correct, c'était super le fun. Puis après ça, lui, il a commencé à être agressif envers nous pour des raisons un peu niaiseuses, tu sais. Puis fait que de l'âge de 5 ans à 12 ans et demi, on a vécu dans beaucoup, beaucoup de violence. Ça a été de la violence verbale, psychologique, puis physique. Ça a été une période très difficile dans ma jeunesse. Puis, tu sais, ça bâtit un caractère, vivre une histoire comme ça. Tu sais, mon beau-père, c'était une personne qui était très, 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 très stricte. On a été élevés un peu comme des soldats. OK. Il nous levait le matin, puis tiens, pogne le râteau, pogne la pelle, ou va péter la glace dans le driveway. Puis, tu sais, on travaillait là, comme des soldats, vide de la vaisselle. Tu sais, des tâches qu'aujourd'hui, je ferais faire moi-même à mes enfants, mais c'est la façon qui... C'est la façon qui aurait été très différente. Ouais, tu sais. Puis, ça a été super difficile pour moi de vivre dans ce monde-là, tu sais. Puis surtout venant d'avec un père qui était abusif, mais qui n'était pas présent. Puis de vivre dans l'ombre de quelqu'un qui bat une femme ou qui consomme de la drogue, qui ne prend pas ses responsabilités. C'est dur de vivre dans l'ombre d'un homme comme ça. Oui. Tu n'as pas de mentor, finalement. Non. Tu n'as pas d'inspiration. Bien, tu sais quand tu es jeune, tu sais tout de suite quand tu es jeune qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. OK. Tu sais, c'est quelque chose que on est toujours conscient de. Par contre, on le sait pas, on est jeune, tu sais. Oui. Puis on mange des volets, c'est à cause qu'on fait ci. On n'écoute pas, on n'a pas trouvé ses lunettes, le ménage était mal fait, la vaisselle n'était pas vidée. C'était tout une raison ou pour une autre pour juste être méchant envers nous. Puis, tu sais, ça a forgé un caractère assez rough, mais en même temps, je pense que ça m'a poussé vers la délinquance énormément parce que c'était un gros manque d'attention de mon côté. Carence d'amour. Oui, une carence d'amour. Puis on a été transféré d'école. Je suis arrivé dans une petite école. On est allé à Virginie Roy, à l'île Perrot. Et tu es venu à cette école-là avec moi en même temps, tu sais. Puis quand j'étais à cette école-là, je devais probablement être le pire élève qu'ils ont jamais eu dans toute l'histoire de l'école. J'étais tellement tannant, j'étais tellement immature, j'étais tellement jeune. Révolté. Ah, j'étais révolté, mais je cherchais de l'attention, tu sais. Je savais pas pourquoi, je savais pas comment. Fait que, tu sais, ça a fait de moi que j'ai mal vieilli, tu sais. Puis vers l'âge de 12 ans, un soir, mon beau-père il a sacré une volée à un de mes petits frères, il avait à peu près 2 ans. Puis j'étais allé dans la chambre, puis j'ai dit, là, tu vas le lâcher. Si tu as donné une volée à quelqu'un, c'est à moi. Mais il s'est viré de bord, puis il m'a donné ma volée. Fait qu'à 2h30, 3h du matin, je me suis ramassé sur l'autoroute avec mes sacs à vidange. T'es parti. Ouais, ben je me suis parti. On m'a aidé également. OK. On m'a un peu poussé à partir. Puis là, de fil en aiguille, là, tu vois, je me suis fait ramasser sur l'autoroute par un gars aujourd'hui qui est mon ami. Puis il m'a emmené chez eux. Puis j'ai passé une couple de mois là-bas, tu sais, chez eux. Puis après un certain temps, ben, il a fallu que je bouge. Puis dans ma jeunesse, tu sais, j'ai été obligé de déménager à peu près, j'ai déménagé 77, 78 fois. Oh mon Dieu. Total, ouais. Souvent, c'est que tu arrives chez quelqu'un, puis oui, ils peuvent t'héberger une semaine, puis c'est correct, tu sais. Fait que quand j'ai fait le tour de tous mes amis, tout le monde que je connaissais, ben j'ai fini que je couchais dans des cabanons. Fait que... Wow. Fait que tu t'es rendu à l'itinérance. Ouais. J'ai fini dans le cabanon d'une de mes blondes, finalement, qui était, à cette époque-là, la femme de ma vie. Puis sa mère, elle voulait pas que je rentre dans la maison parce que j'étais un petit bum, tu sais.
Puis, je vais toujours me rappeler, j'étais allé manger, elle m'a fait manger chez eux. Puis, elle m'a donné un livre qui était « Apprendre à mieux vivre ». Parce qu'elle trouvait que je mangeais comme un petit sauvage. Mais ça m'a littéralement sauvé la vie, ce livre-là. Parce qu'à partir de là, j'étais vraiment intéressé à plaire à cette fille-là. Puis je pense que ça, c'est le déclic de je veux devenir quelqu'un dans le monde. Il est parti à cause de l'amour d'une femme, tu sais. Puis, fait que j'ai lu le livre. Puis, je me suis trouvé un petit appartement. J'ai commencé un appartement. Je me suis pogné une job. Je travaillais à gauche puis à droite. Puis, de fil en aiguille, j'ai grimpé. Puis là, j'ai commencé à bien aller. T'sais. Je me suis rempli un appartement, puis là, j'étais rendu responsable. C'est à 21 ans que c'est arrivé. Fait que j'ai quand même fait passer de 12 à 21. Là, c'est là que j'ai vraiment... cheminé. Mais que tu as fait aussi des expériences. Parce que là, tu sais, dans le fond, quand tu vis dans l'itinérance, ça veut dire que tu es en carence non seulement d'amour, mais de nourriture, Ouais. Bien, la nourriture, c'était pas si pire, parce que la faim, c'est quelque chose qui passe une fois que tu as passé par-dessus. Manger, ça vient quand ça vient. C'est quelque chose que tu t'habitues vite à... je me rappelle, il y avait de mes chums qui me laissaient rentrer par leur châssis de fenêtre. Puis là, je pouvais me coucher en dessous de leur lit, puis là, ils m'amenaient de la bouffe pour que leurs parents me voient. Wow. Fait que, ouais, ça, c'était des expériences qui fait que ça forge un caractère. Mais si j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas appris à lire le monde comme que je suis capable de lire le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de savoir quand je suis à ma place ou quand je suis pas à ma place à cause que je suis capable de remarquer le comportement d'un humain face à comment je vais agir. Oui. Je suis capable de déceler ça comme ça aujourd'hui grâce à ça. Tu sais? Tu t'es toujours senti trop, t'es jamais à bonne place. Mais ça rouvre d'autres portes. Fait que, tu sais, tous les malheurs que j'ai pu vivre dans ma jeunesse, aujourd'hui, je les chéris toutes, un après l'autre. Autant dramatique que ça a pu être, puis triste que ça aurait pu être pour moi à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est la fondation de qui je suis. Puis sans ça, je pourrais pas être l'humain que je suis, parce que c'est ça qui me drive, c'est ça qui m'apporte à vouloir en donner plus, en faire plus. I want to be better, tu sais. Oui. Tu veux toujours être meilleur, puis tu veux toujours... Ouais, puis j'ai un problème que j'accepte pas le rejet à cause de ça. Oui. Fait que ça me fait travailler encore plus fort sur moi-même, puis travailler encore plus fort sur comment est-ce que je vais aborder une situation. Je vais y penser 2 à 3 fois avant de réagir aujourd'hui. Contrairement à avant, que veux pas, t'étais révolté. Ouais, révolté. Écoute, j'ai tombé dans toutes les drogues, tu peux pas t'imaginer. C'est sûr que j'ai pas fait les drogues d'aiguille, j'ai pas opté pour ça du tout. Mais j'ai tombé beaucoup dans les drogues parce que mes seuls amis, quand t'es dans la rue, c'est les bums. Oui. Le seul monde qu'il y a avec toi, c'est les bums. Puis la seule façon que t'as de l'attention d'un bum, c'est quand tu fais quelque chose qui est cool selon eux, mais qui est vraiment pas cool selon la société. Fait que tu sais, t'es mis sur un piédestal parce que t'as fait un mauvais coup. Ça fait du bien à ton estime. Ton ego vient de prendre une place, t'es quelqu'un, puis tu sais, t'as de l'attention. Fait que ça m'a vraiment poussé sur le côté délinquance, puis j'ai eu un gros cheminement de ce côté-là aussi. J'ai fait des affaires dont aujourd'hui je ne ferais plus jamais, tu sais. Oui. Puis, tu sais, il y a une chose qui dit quand tu sais pas mieux, mais tu peux pas mieux faire, tu sais pas mieux. Mais dans ce temps-là, je savais pas mieux. Fait que tu pouvais pas essayer, aspirer. Comment je pourrais dire ça? C'est comme, j'ai toujours dit, si t'as jamais goûté au chocolat, tu sais pas qu'est-ce que ça goûte. Exact. Fait que c'est le même principe, exact. Dans le fond. Tu peux pas aspirer à mieux. C'est vraiment comme avoir rencontré l'amour qui m'a fait comme, hey, je veux être apprécié, je veux être aimé, je veux être une belle personne, je veux être une bonne personne. Je veux qu'elle m'aime. Exact, tu sais. Puis je peux pas être un bum, puis le monde n'aime pas les bums. Puis là, j'étais comme, moi, je suis pas du bon bord de la clôture, moi, là. T'as lâché l'école à quel âge? J'ai lâché l'école. Parce que veux pas de te promener de place en place comme ça, tu pouvais pas. Ouais, bien en 4e année, je me suis fait renvoyer de la commission scolaire au complet. Les Trois-Lacs. Ah, au complet. OK. Ils me voulaient pas dans aucune école, même pas les écoles de délinquants, absolument rien. J'avais rien à faire dans une école de commission scolaire. Fait à partir de la 4e année, on m'a transféré dans une école spécialisée à Montréal, où on était à peu près 12 élèves par classe. On avait un éducateur puis un garde de sécurité dans chaque classe. Oh mon Dieu! On se mixait pas avec les autres élèves. Ouais. Puis j'étais en minorité, moi, dans cette école-là. Ça a été super belle expérience également. J'étais comme le meilleur dans l'école, littéralement. J'étais le moins délinquant de la gang. Ça m'a vraiment remonté psychologiquement. Puis ça, j'ai été là jusqu'en 6e année. 6e année, ils ont essayé de me réintégrer dans les écoles normales. Fait que j'étais allé à la Cité des Jeunes. Oui. Puis après 4 mois, je pense, j'avais déjà eu 18 suspensions. Ouf. Fait que ça l'a arrêté là. Puis à partir de là, je suis retombé dans la rue encore. Parce que c'est ça, j'ai été en centre d'accueil quand j'étais dans les écoles. J'ai fait une famille d'accueil, surprenamment à Rigaud, là, la famille d'accueil Fréchette. C'est
la famille d'accueil qui a changé mon monde sur pas mal tout. C'est vraiment la plus belle famille que j'ai jamais rencontrée. Puis encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec ce monde-là. Là. OK. Vraiment du bon monde. Fait que j'ai lâché 4 mois après mon secondaire 1. Puis après, dans le fond, tu me disais, OK, tu as vécu dans le monde de la délinquance, tout ça. Est-ce que tu peux me dire, oui, entre autres, tu as voulu être mieux parce que tu es tombé en amour, tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait lâcher le monde de la drogue? Ça a été quoi ton déclic? C'est quelle expérience qui s'est passée? Le déclic de la drogue. La drogue, ça a été une longue période de ma vie. Oui. Puis je me rappelle un moment donné, dans ce temps-là, on faisait beaucoup d'ecstasy. C'était super populaire. Puis mon frère, Pat, lui, il consommait pas. Il prenait une petite bière. C'était un gars bien le fun, travaillait dans la construction, bien le fun. Puis un matin, il est rentré, puis il m'a vu, puis j'étais pas là, tu sais. Puis je vais toujours me rappeler, il m'a pris, puis il m'a levé, puis devant un miroir, puis il m'a shaké, puis il me dit « Tu vois-tu de quoi que tu as l'air, là? » Il dit « Tu vas-tu vraiment avoir l'air de ça pour le restant de ta vie? » Puis ça a comme passé dans le bar, ça a continué. Puis à un moment donné, j'ai dit « OK, c'est le temps que je me reprenne en main, tu sais. » Puis j'ai voulu déménager dans le nord chez ma sœur, puis je suis arrivé là-bas, puis à peu près 4 mois après que j'étais là-bas, je commençais à mieux aller. Puis j'ai reçu un téléphone, soi-disant comme quoi mon frère venait de pogner un accident, puis qui était décédé avec 3 autres personnes qu'on connaît très bien. Puis quand mon frère est décédé, à partir de là, ça a été fini. Ça a fait comme non. Parce qu'il y a une petite anecdote avec mon frère un peu nounoun, c'est qu'à un moment donné, on passait une soirée ensemble, puis on s'est regardé, puis on parlait pas vraiment à notre mère, notre père, personne, puis on a fait, si jamais il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Puis on était un peu chaud, fait qu'on s'est acheté une assurance-vie. On s'est acheté une assurance-vie, chaque pour 100 000, payait la mienne, je payais la sienne. Puis quand il est décédé, j'ai hérité de 180 000 $. Puis j'ai donné 80 000 à mes sœurs, mes frères, puis tout. Mais je me suis dit, il est pas mort pour que je continue sur ce chemin-là. OK. Je vais y rendre honneur. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y rendre honneur, puis tu meurs pas. Je me suis dit, il m'a légué pour que je puisse avancer dans la vie. Fait que ça, c'est ma source d'inspiration pour pousser à tous les jours, pour aller de plus en plus loin. À toutes les fois que je suis triste, on avait une citation qu'on se disait tout le temps, c'était « heads up ». Puis à toutes les fois que je file triste, que je file comme overwhelmed, que j'ai trop de tâches, je me dis « heads up », je pense à mon frère, puis ça continue comme ça. C'est vraiment, aujourd'hui, je m'en sers, puis c'est mon effet de levier psychologique. Puis après ça, tu as travaillé dans la construction. Ouais. Oui, Ouais. tu as suivi un peu les traces de ton frère. C'est lui qui a commencé à rentrer en construction, puis c'est lui qui m'a pogné ma première job en construction pour que je me remette sur pied. OK. On travaillait ensemble, on s'entendait pas en tout. J'ai été obligé de changer de job, puis de pas travailler avec lui, mais grâce à lui, oui, je suis rentré dans la construction. Fait que je suis retourné à l'école, aller chercher mon... Moi, c'est ça, un genre d'équivalence. Une attestation. Exact, l'attestation. Secondaire 5. Puis, je suis allé passer ça, puis j'ai eu mes cartes de construction, je suis rentré, j'ai été menuisier. Ça fait quelques années. J'ai pas aimé ça, j'étais pas nécessairement bon non plus. Après ça, j'ai été couvreur, ferblantier, puis je me cherchais beaucoup. Je suis quelqu'un de super travaillant, mais j'appréciais pas où ce que j'étais. J'étais pas bien où ce que j'étais. J'ai jamais été bien parce qu'on dirait que je travaillais pour quelqu'un tout le temps, puis... T'es jamais enough, tu sais. Oui, oui. Puis le sentiment d'être obligé faisait que j'étais pas bien, mais ça payait, tu sais, ça payait mes factures. Puis le sentiment d'être obligé, ça devait te remettre à quand t'étais jeune, puis que c'était... Je l'ai encore. Je l'ai encore. N'importe qui va me dire « Ah si, il faut que je me lève. Tais-toi, il faut que je crie. » On dirait, de la minute que quelqu'un me dit quelque chose, je le prends comme un contrôle, puis je vais créer... Tu vas faire l'opposition. Tout de suite. Ouais, puis ça, c'est quelque chose que je travaille très, très fort dessus présentement. C'est pas toujours facile parce que, tu sais... Mais c'est en toi, fait que... C'est ça. C'est quelque chose que tu t'es forgé à quelque part pour te protéger. C'est mon blueprint. Oui. Tu sais, c'est tellement d'habitude de faire ça comme ça que c'est en moi. Oui, oui. Fait que souvent, tu sais, je suis une personne hyper impulsive, tu sais, je vais réagir comme ça. Là, j'apprends à moins réagir puis plus réfléchir. Là, tu travaillais en construction, tout ça, puis là, il est arrivé un événement. Oui. Écoute, je travaillais en construction. La construction, ça allait pas trop bien, fait que... puis là, j'étais couvreur dans ce temps-là, on était rendu l'hiver, fait qu'il n'y a pas trop de couverture qui se faisait l'hiver, fait que je me suis comme recyclé un peu dans l'après-sinistre. Oui.
Puis finalement, j'ai resté là pendant 2 ans parce que j'ai adoré ça. C'était vraiment le fun. On démolissait, on bâtissait. Fait qu'on touchait vraiment à tout à la place d'une job qui était tout le temps le même job. Ça devait être une équipe plus... Ouais, ben c'était une belle équipe. Puis ils m'ont mis en charge après à peu près un mois. C'était rendu moi le chef d'équipe qui était en charge de toute l'équipe. Fait que ça allait super bien. Puis un matin, on l'appelait le boss de bureau. Lui, chemise, cravate. Puis c'est lui qui allait chercher les contrats. Il est arrivé devant moi, puis il dit « Hey Max, j'aimerais vraiment ça que tu mettes ton chandail dans tes culottes, puis ta barbe, là, tu vas raser ça. » Anodin, je pensais que c'était une petite farce, tu sais. Fait que ma mère m'a jamais demandé de mettre mon chandail dans mes culottes. Fait que, pour moi, c'était catégoriquement non. Fait que le lendemain, j'arrive pour travailler, puis le fils de mon boss, il est là, puis il me dit « Écoute, Max, tu t'es pas rasé, hein? » Je suis comme « Non, pourquoi? » Il dit « Ben mon père, il a passé la soirée à chercher des lois pour t'obliger à te raser. » J'arrête. J'ai dit, t'es sérieux? Il dit oui. Je dis, ben là, tu viens de peser sur mon piton. Je garde ma barbe, j'arrête pousser long. Ouais. J'avais un ami, Joël, puis Joël C, m'appelait tout le temps mon brave. Hey, mon brave, hey, mon brave. Puis on se voyait beaucoup dans ce temps-là, puis il me disait, hey, mon brave, comment ça va? Je dis, ben là, tu vas voir, je vais être brave et barbu, mon chum. Parce que là, il m'oblige à me raser, fait que je me rase plus. J'ai dit, je me raserai pas, puis ça finit là. Fait que je dis, check donc ça sur Instagram si Brave et Barbu, la page est prise, tu sais. Puis il me dit, non, ouais, elle est prise en français. Je check donc en anglais, Brave and Bearded. Il dit, non, elle n'est pas prise. Fait que je l'ai pris tout de suite. OK. Puis j'ai juste décidé de poster une photo de barbe. J'avais comme une petite fierté en arrière du fait que je tenais tête au commandement de te rase-toi, parce qu'en partant, c'était un abus. Ben, il n'y avait pas le droit légalement de me le demander, puis moi, un abus, ben je vais me battre. Oui, puis tu travaillais pas avec des aliments ou... D'après moi, il était juste jaloux parce qu'il ne pouvait pas pousser une barbe. Je sais pas. Il manquait de poils. il y avait quelque chose, tu sais. Fait que... Tu poses ça sur Instagram? Moi, j'ai posté une photo, puis bang! Je me suis mis à avoir genre 80 likes, mais moi, 80 likes, c'est pas n'importe quoi, tu sais. Aujourd'hui, c'est pas la même chose, mais j'étais vraiment impressionné. Fait que là, j'ai reposté une autre photo, puis après à peu près une semaine, je l'ai rendu avec 1000 followers. Là, j'étais comme, what the hell is going on, tu sais? Puis le monde embarquait, puis il y avait... Pendant ce temps-là, ton employeur, il fait quoi? J'étais encore là. OK. Fait que là, ouais, ça a duré. Fait que là, après une semaine, là, j'y montrais à tous les jours. Check ma page, comment qu'elle monte. Je me fais encourager en ce moment. il me disait, tu sais qu'il te reste une semaine. Là. Je suis comme, ah ouais, il me restera une semaine, c'est tout. Fait qu'après une semaine, j'ai perdu ma job. Puis, en même temps, j'ai perdu ma blonde. Ma blonde, elle m'avait donné un ultimatum, puis que c'était soit elle ou le téléphone. Parce que j'étais vraiment... Parce que là, tu vois... J'étais accro à Instagram, tout de suite. Je suis tombé super accro à Instagram. Puis elle m'a dit, écoute, c'est moi ou le téléphone? J'ai dit, ben ça va être le téléphone. Puis, tu sais, j'ai fait le bon choix parce que c'était une opportunité que j'avais. Puis je pense que, tu sais... Tu la prenais, là? Ben j'ai besoin de me faire encourager dans le chemin, surtout que, tu sais, je viens de prendre ma job, puis je vois une porte de sortie, puis je me dis, hey, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, tu sais. Oui. Puis j'ai un de mes amis qui m'appelle, puis il me dit, Max, il faut que tu fasses de quoi? Le nom, il est phénoménal. Je dis, ben, ça me tente pas. Moi, si tu m'aides, je vais le faire. Fait que j'ai commencé ça avec un de mes chums, finalement. OK. Qui est Manuel La Franchise Ménard, super gentil. Puis après quelques mois, lui, il a abandonné parce qu'il a choisi de suivre son chemin différemment. Fait que là, finalement, là, après ça, tu as fait, OK, je pars ma business. Bien, la page a levé. Puis là, j'ai remarqué, j'ai un peu regardé les autres compagnies, ce qu'ils faisaient. Les autres compagnies, ils vendaient du merch, des t-shirts, des casquettes. Là, je voyais de l'huile. Puis je suis comme, de l'huile? Un peigne à barbe, OK. Fait que je décide d'aller à la pharmacie, puis je demande à madame, est-ce que vous avez de l'huile à barbe pour un peigne à barbe? Elle me dit, c'est quoi ça? Et là, j'ai allumé tout de suite. Okay. Moi, je lis vraiment de la motivation, puis tout sur l'entrepreneuriat. Ça fait longtemps que je voulais une business, je savais pas trop quoi partir. Mais là, je viens de trouver un manque dans le monde. Oui. Là, je viens de trouver un manque dans le monde. Dans ma tête, c'est comme, yo, tu vas être riche, go, 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 comme vite. Je suis retourné chez nous, puis elle m'a dit, aussitôt que tu l'as, viens nous revoir, on va te rentrer dans le Jean Coutu. Je vais arrête donc. Je suis reparti, là, j'ai commandé mes huiles, commandé à faire des mix, puis tout. Tu as fait un dessin de logo. J'ai dessiné un logo, ouais, j'ai dessiné un logo. Je suis pas bon en dessin pantoute, fait que plus je le calquais par-dessus mon écran d'ordinateur, mais ça a donné ça. Ensuite, j'ai envoyé la sœur à Joël C, qui c'est elle qui a dessiné le logo original. OK. Mais c'est ça, on a commencé à faire des t-shirts. Quand j'ai eu ma boîte de t-shirts, là, je suis sorti de l'imprimerie, les t-shirts étaient encore chauds, c'était sur l'autoroute. J'ai vu un gars avec une barbe, je l'ai collé live sur l'autoroute, puis j'ai vendu un t-shirt en dedans de 10 minutes. Ça a même pas pris 4 jours, j'avais plus de t-shirts. On a reflippé, puis on a reflippé, puis on a reflippé, puis j'ai juste tout le temps réinvesti mon argent.
Pour grossir la pour business. grossir, jusqu'à temps que je puisse acheter des produits. Là, j'ai acheté des produits, commencé à mixer des produits, puis le 18 décembre de cette année, ça va faire 5 ans, dans le fond, que je vais avoir parti mon entreprise. Fait que le 18 décembre, j'ai eu mes premières bouteilles d'huile, puis je me suis mis à aller cogner des portes de salon de coiffeur, barbershop. Je leur contais mon histoire, puis en gros, le monde, il m'aidait pas vraiment pour les produits, il m'aidait parce qu'il capotait sur mon histoire, puis il voulait vraiment m'encourager dans ma quête vers le... Tu sais, puis après ça, tes produits sont raffinés. bien, ils sont raffinés super rapidement. Puis là, j'ai vu sur Internet que j'étais rendu à un niveau que c'était hors de mon contrôle. Puis j'ai appelé un consultant en entreprise. Puis le consultant en entreprise, il avait déjà vu ma compagnie, puis il s'en allait déjà me téléphoner. Wow. Fait que je suis allé le rencontrer la semaine d'après. Il partait pour une tournée canadienne. Le gars, il est parti avec mes produits. Quand il est revenu, il m'a donné ma première commande, 18 000 $. Pow! Je me suis mis à pleurer, ma fille, là. J'avais jamais fait autant d'argent. Wow. Hey, 18 000 $ là, dans une commande. Hey, On parle de quelqu'un qui se couche en pleurais. dessous d'un lit. Ouais. Puis je pouvais même pas la backer, cette commande-là. Il a fallu que j'emprunte un de mes chums avec 20 % d'intérêt par mois pour être en mesure de faire ça. Ben, j'ai remis en 4 jours son argent. Oui, ça roulait bien, mais c'était quand même un guess, là. Ben, Mais tu y croyais. Ça t'a jamais fleuri. Tu t'as jamais pensé que peut-être que toi, dans ta tête, c'était hors. Mais je savais que c'était un niveau qui était extrêmement niche, mais je savais pas que c'était un niveau où ce que le monde était extrêmement passionné de leur barbe. Oui. Puis qu'il y avait un besoin, comme tu disais. Il y avait un manque. Oui, fait qu'on on est littéralement des pionniers dans le monde. Il y a peut-être 3, 4 ou 5 compagnies, mais plus vers les États-Unis puis le UK qui avaient développé. Au Canada, il y en avait une avant nous qui était Groom, une super bonne compagnie d'ailleurs. Puis, tu vois, on est rentré dans le marché, puis on a ramassé pas mal tout le monde. Comme vraiment, là, on a pris toute la place. On a de la distribution canadienne à la grosseur du Canada maintenant. On a plusieurs représentants sur la route. On est dans des milliers de salons à travers le Canada, c'est quand même cool. Tu as rencontré plein d'acteurs américains. On a rencontré des acteurs. T'as vraiment un gros volume. Puis en plus, là, tu as eu un gros chiffre d'affaires. Ouais. On se fait appeler aussi par beaucoup de monde pour faire des partner-up comme des acteurs, comme le gars de Walk of the Earth. C'est lui qui nous a contactés pour faire une collaboration ensemble. On capotait quand on a su c'était qui. C'est comme, wow, c'est du monde qui ont des best hits à la radio. Puis les autres sont comme, je vous trouve cool. Ils donnent des billets pour aller à son show, ils te font monter sur le stage. C'est des belles expériences. On rencontre du bon monde, mais tu réalises aussi que rendu là, ce monde-là, c'est du monde comme toi puis moi. Oui. Littéralement. C'est comme. C'est du monde comme toi puis moi, sauf que t'as resté Max. Ouais. Tu sais, il y en a que beaucoup l'argent leur enfle la tête. Ouais. Ben, tu vois, moi, mon style, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. La façon à quoi je ressemble, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Tu vas être toi. Ouais. Puis là, ce qui est important, moi, c'est d'avoir le contrôle. Oui. D'avoir le contrôle sur ma situation financière, d'avoir le contrôle sur ma vie. Puis pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas l'argent. T'sais, le monde, il pense que je cours après l'argent parce qu'on en fait aujourd'hui, mais ça n'a aucun rapport avec l'argent, ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quand tu as bâti, c'était pas ça nécessairement. Non. C'était toute une chaîne d'événements. Maintenant aussi, tu fais des conférences dans les écoles. Oui. Pour justement inspirer les jeunes qui ont un passé lourd. Peux-tu me parler un peu de ça? Bien, dans le fond, je me suis fait contacter par une ancienne représentante d'une compagnie pour laquelle qui distribuait notre gamme de produits puis qui travaille maintenant dans une commission scolaire. À Valleyfield, à Saint-François, je pense, ça s'appelle. Puis elle nous a contactés, soi-disant qu'il y avait comme un sommet sur l'entrepreneuriat, puis la motivation, puis que j'ai été sélectionné pour venir parler devant tout le monde. Puis, écoute, l'expérience que j'ai vécue, ça a été phénoménal. Puis c'est là que j'ai su que je voulais faire ça de ma vie. Retenir puis donner de l'espoir. Ben oui, tu sais, quand ils m'ont appelé, moi, je pensais que je m'en allais parler pour 15 minutes. Puis finalement, un petit peu avant, j'ai réalisé que c'était une talk de 1h15. Puis j'ai vraiment apprécié mon moment. J'ai été capable de partager, de mes expériences personnelles. Deux, tu sais, comme... Surtout que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Non. C'est vraiment, c'est un désir, c'est qui toi t'es, tu sais, puis... Puis il faut du caractère, tu as dit tu t'es forgé du caractère, Absolument. Il faut du caractère. Ouais. Si tu avais quelque chose à dire à nos jeunes ou à du monde là, qui vit le cafard, là, ça serait quoi tu leur dirais de croire? Écoute, la plus belle affaire que je peux vous dire, là, c'est que, tu sais, j'ai passé 8 Noëls, moi, assis sur des bancs en famille d'accueil, centre d'accueil, tout seul, puis ça a été les moments les plus tristes de ma vie, puis si je pouvais vous dire quelque chose, ces moments-là, ils valent rien. Ils valent absolument rien dans le monde.
Parce qu'aujourd'hui, je repense à ces moments-là, puis ils valent rien, ils vont juste te forger. Mais à la place de focusser sur qu'est-ce qui est pas bon, puis négatif, puis pourquoi toi, t'es là. Pose-toi pas ces questions-là, bâtis à la place, fonce à la place. T'es jugé parce que t'es le 1% selon moi. Souvent, c'est le monde qui sont incompris, mais c'est bien important qu'il faut que tu restes toi. T'es pas obligé de te faire aimer par tout le monde. Puis ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui fuck la pensée d'une personne. C'est comment qu'on veut être pour l'autre, puis c'est tellement pas ça qu'il faut faire. C'est soit brave, soit toi, tu sais, comme, on s'en fout. Si toi, tu es capable d'être heureux dans ta tête, le reste, on s'en fout. Puis quand tu comprends ça, c'est là que tu deviens un peu plus libre de tout ce que la société peut t'imposer en tant que... C'est lourd comme charge d'essayer de plaire à tout le monde tout le temps. Puis à un moment donné, quand tu décroches de ça puis que tu lèves tes deux doigts bien haut, bien fort, c'est là que tu te détaches puis tu deviens libre. Là. Fait que moi, si je pourrais dire quelque chose, c'est sois brave. Sois toi, puis reste toi, puis sois brave. Comme, on s'en fout, tu sais pas ce qui va arriver, fait que sois brave. Merci beaucoup, Max. Ça me fait plaisir. C'est super inspirant. Merci, t'es gentil.